Le 2 septembre 1945, la reddition du Japon à bord de l'USS Missouri aurait dû marquer la fin de l'effusion de sang. Mais pour certains, ce n'était que le début. Hiroshima et Nagasaki étaient en ruine, la guerre semblant terminer dans un éclair de feu atomique infernal. Pourtant, tous les soldats japonais n'ont pas accepté la défaite. Certains, endurcis par des années de combats brutaux, ont choisi une autre voie, refusant de se rendre, disparaissant dans l'ombre pour continuer leur lutte. Qu'est-ce qui a poussé ces hommes à défier l'inévitable? Et quel sort attendaient ceux qui refusaient de laisser la guerre se terminer? Le prix de la victoire. Le Japon d'après-guerre vacille sous le poids de son échec brutal. Le Japon d'après-guerre était un endroit totalement étranger pour les hommes qui avaient servi dans l'armée impériale japonaise et la marine impériale japonaise. Avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, leur empire chéri était puissant et dominait l'Extrême-Orient. Mais avec la dévastation des bombes nucléaires et la défaite honteuse qu'ils avaient subie, ces hommes devaient maintenant faire face à un désarmement immédiat et total ainsi qu'à l'humiliation. Pour aggraver les choses, beaucoup de ces soldats, environ 7 millions au total, étaient dispersés dans tout le Pacifique, loin de leur patrie. Ils attendaient désormais leur sort, le rapatriement qui devait être assuré par les forces d'occupation alliées, dirigées par le général américain Douglas MacArthur. Ces soldats devaient être désarmés et démobilisés dans des lieux tels que les Philippines, la Chine, l'Indonésie, la Corée et Taïwan. Ramener ces soldats à la maison était la priorité des Alliés. Cependant, le rapatriement était logistiquement difficile et souvent chaotique. Le nombre énorme de soldats japonais rendait la situation risquée, même si la guerre était officiellement terminée. Sur le territoire japonais, environ 3 millions de soldats, marins et aviateurs étaient stationnés. Ailleurs en Asie de l'Est, 4 millions d'autres devaient être pris en charge. L'ampleur de cette tâche était vertigineuse et en faisait une épreuve longue et fatigante. Pour certains soldats japonais stationnés dans des régions reculées de l'Asie du Sud-Est, la vraie guerre ne faisait que commencer, car ils étaient gênés par les possibilités limitées de transport et le manque de communication, incapables de rentrer chez eux. Mais être loin de chez eux n'était pas la seule difficulté à laquelle ces hommes devaient faire face. Il y avait aussi l'aspect psychologique de leur situation. Beaucoup d'entre eux devaient accepter la défaite de leur empire. Pour eux, l'empire du Japon, l'empire du soleil levant, était invincible. Pendant des décennies, ils avaient été endoctrinés à glorifier leur empereur presque comme un dieu et à croire que le Japon était véritablement invincible. De plus, on leur avait appris que la défaite ou la reddition étaient des issues profondément honteuses en temps de guerre, et que la mort au combat était un résultat bien meilleur. À travers cela, et le code japonais du Bushido, qui mettait l'accent sur l'honneur et la loyauté envers l'empereur, ces soldats étaient presque conditionnés mentalement. Ils se livraient souvent à des charges suicidaires ou à des attaques kamikazes, où beaucoup mouraient en vain simplement à cause de cet endoctrinement. Et maintenant que leur empire invincible s'était révélé ne pas être si invincible après tout, de nombreux soldats étaient sous le choc. Voir ce qu'il était advenu de leur armée et de leur patrie, et réaliser qu'ils avaient été utilisés comme chair à canon, a laissé beaucoup de soldats désillusionnés et en colère, sans réponse et sans autre but dans la vie. D'un autre côté, de nombreux soldats ont refusé d'accepter la défaite et ont continué à combattre même après la fin de la guerre, s'échappant dans les jungles de l'Asie du Sud-Est et des régions reculées, vivant comme des parias et des fugitifs. D'autres, cependant, ne pouvaient pas accepter que leur empire soit vaincu et ont choisi de se suicider plutôt que de faire face à la défaite. Renaître des cendres atomiques, une lente réintégration dans la vie normale. Pour les soldats japonais qui sont revenus dans le Japon d'après-guerre, plus rien n'était comme avant. Ils faisaient face à la nouvelle réalité d'un Japon défait, une nation dévastée et occupée où rien n'était plus pareil, et où les changements s'opéraient à un rythme rapide. Pour eux, la réintégration fut un chemin long et difficile, car ils devaient pratiquement recommencer leur vie à zéro. La plupart de leur patrie était laissée dans un état de dévastation. Les grandes villes japonaises de l'époque, comme Nagasaki, Tokyo et Hiroshima, étaient maintenant en ruine, presque inexistantes. Cela était dû aux campagnes de bombardements incessantes menées par les Alliés, réduisant la nation en cendres. À l'époque, le Japon adhérait toujours à ses méthodes traditionnelles de construction, où la plupart des bâtiments étaient en bois.
Et lorsque les bombardiers B-29 alliés apparurent dans le ciel et commencèrent à larguer des bombes incendiaires, ces bâtiments n'avaient aucune chance. Jusqu'à 1 million de civils furent tués lors des raids aériens sur le Japon en temps de guerre. Tokyo elle-même était la principale cible. L'opération Meeting House, menée dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, était centrée sur cette ville et est considérée comme le raid aérien le plus destructeur de l'histoire de l'humanité. La ville fut bombardée par le feu, réduite en cendres, et environ 100 000 civils périrent dans le processus. Et c'est cela que les soldats de retour devaient désormais affronter. Bien entendu, l'économie du Japon s'effondra complètement, et la nation autrefois ordonnée était désormais plongée dans le chaos. Les hommes qui revenaient vers leur famille les retrouvaient maintenant dans une pauvreté absolue. Certains luttant pour survivre, d'autres au bord de la mort. Certains soldats, malheureusement, rentrèrent chez eux pour trouver des ruines et des cendres, et tous leurs proches tués. Tous étaient au cœur de cette situation, luttant pour accepter la nouvelle réalité de la vie. En plus de tout cela, les soldats devaient faire face à une variété de difficultés supplémentaires. La première était le fardeau financier qu'ils représentaient pour leur famille. Ils étaient une bouche supplémentaire à nourrir à une époque où la nourriture manquait cruellement. Les emplois étaient rares en raison de l'effondrement de l'économie, et ils devaient également supporter la stigmatisation sociale qui pesait sur eux, car ils avaient été vaincus et s'étaient rendus, ce qui allait à l'encontre des règles du code Bushido. Cependant, le gouvernement japonais travailla dur pour ramener ses soldats dans la société civile. Cela se fit sous la surveillance étroite des forces d'occupation alliées. La première grande mesure prise par le gouvernement dans ce domaine fut de délivrer des certificats de démobilisation spéciaux. Avec l'un de ces documents, un soldat de retour n'était plus un soldat et pouvait obtenir des emplois civils normaux. Mais après de longues années de discipline militaire rigoureuse, de vie difficile sur le terrain et de guerre chaotique, beaucoup d'hommes trouvèrent très difficile de s'adapter à une vie normale, une fois de plus. Après tout, la société d'après-guerre au Japon était quelque peu chaotique et évoluait rapidement, alors que la vie dans l'armée suivait un ensemble strict de règles. Mais ce n'était pas tout ce qu'ils devaient affronter, car beaucoup de blessures des soldats n'étaient pas physiques, mais mentales. Les soldats japonais, connus pour leur férocité au combat, devaient désormais lutter contre les blessures émotionnelles et psychologiques qui les hantaient même après la fin des combats. Avec l'aide des forces d'occupation alliées, le gouvernement japonais devait également s'occuper de cela. Ils mirent en place des programmes de protection sociale destinés à soutenir les anciens combattants. Malheureusement, en raison de l'économie en difficulté de l'époque, ces programmes étaient à peine suffisants, car le gouvernement devait se concentrer ailleurs, en particulier sur la reconstruction de l'économie et de la nation dévastée. Après tout, beaucoup négligeaient le côté humain des soldats japonais, leur sentiment de culpabilité et de défaite, l'écrasante honte et stigmatisation, ainsi que leurs défis émotionnels et sociétaux. Entre les mains de l'ennemi, le sort tragique des prisonniers de guerre. Bien que la plupart des soldats japonais aient été encouragés à combattre jusqu'à la mort et à emporter leurs ennemis avec eux, tous n'ont pas péri de cette manière. De nombreux soldats ont été capturés par les Alliés en tant que prisonniers de guerre et ont subi des sorts différents selon leurs captors. Ceux qui ont eu le sort le plus terrible ont été capturés en fin de guerre par l'armée rouge soviétique. Lorsque la défaite de l'Empire japonais est devenue inévitable, les Soviétiques ont décidé de déclarer la guerre et d'envahir la Mandchourie. Lors de ces batailles féroces, ils ont capturé environ 600 000 soldats japonais. Ces derniers furent ensuite envoyés en Sibérie, où ils vécurent dans des camps de travail et furent confrontés à des conditions terribles et à un travail éreintant. Ces hommes furent traités brutalement, subissant un travail forcé dans des conditions inhumaines. Malheureusement, on estime qu'environ 60 000 d'entre eux sont morts et la plupart ne sont pas revenus au Japon avant les années 50. Cependant, les soldats capturés par les alliés occidentaux, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni, ont connu un sort bien différent. Les conditions de leur captivité étaient souvent meilleures et plus humaines, et ils purent rentrer chez eux bien plus tôt que ceux aux mains des Soviétiques, la plupart d'entre eux étant rapatriés dès 1947. Et pourtant, tous les soldats n'étaient pas épargnés avec la fin de la guerre. De nombreux officiers de haut rang furent jugés et emprisonnés pendant de longues années, car ils étaient accusés de crimes de guerre. Pendant le conflit,
l'armée japonaise avait commis d'horribles crimes de guerre, notamment en Chine et dans toute l'Asie du Sud-Est. Ces officiers furent jugés par le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, qui se déroula à Tokyo entre 1946 et 1948. Ils durent alors répondre de leurs actes, tels que la marche de la mort de Bataan et le massacre de Nankin. Au final, de nombreux officiers responsables furent condamnés à mort ou à de longues peines de prison. Pour eux, le rapatriement n'était pas une option. Les guerriers du Japon ancien, les résistants qui refusaient de capituler. L'un des aspects les plus célèbres de l'expérience des soldats japonais après la Seconde Guerre mondiale fut celui des résistants. Ces soldats refusaient de reconnaître la reddition de l'empire glorieux du Japon. Au lieu de cela, ces hommes continuèrent à combattre dans l'ombre, refusant d'admettre que la Seconde Guerre mondiale était terminée. Ils se cachaient dans les zones reculées de l'Asie du Sud-Est, souvent totalement inconscients que la guerre était en réalité finie. Généralement stationnés dans les régions les plus éloignées du Pacifique, ces soldats avaient peu ou pas de communication avec le commandement central de l'armée, et beaucoup d'entre eux avaient reçu l'ordre de ne jamais se rendre à l'ennemi. Dans ces circonstances, les résistants japonais croyèrent que la guerre continuait et que l'empire japonais était toujours en pleine force, à tel point qu'ils continuèrent à se battre des décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils résistèrent à la reddition, poursuivirent leurs tâches et devoirs de guerre habituels, et ne fléchirent jamais dans leur loyauté envers l'empereur japonais. Leurs expériences offrent un aperçu idéal de la mentalité des soldats japonais de cette époque, ainsi que de l'immensité du Pacifique et de l'isolement de certains de ses recoins. La tradition du code de conduite Bushido est la raison clé pour laquelle tant de soldats japonais ont simplement refusé de se rendre. La loyauté et l'honneur étaient hautement valorisés parmi ces guerriers et un code de conduite strict était partagé parmi tous les hommes enrôlés. Pour eux, le sacrifice pour l'empereur et la patrie était la plus haute réalisation que l'on pouvait accomplir. Bien entendu, cela signifiait que la reddition à l'ennemi était la disgrâce ultime, un sort pire que la mort. En se rendant, le soldat échouait envers son pays, sa famille et tous ses camarades. Ces croyances, associées à l'isolement et à l'éloignement de certains soldats, faisaient que la défaite du Japon semblait tout simplement impossible, un fait qu'ils refusaient d'accepter. Pour comprendre les résistants japonais, il est essentiel de saisir leur position dans le théâtre de guerre du Pacifique. Beaucoup de ces hommes étaient stationnés sur les îles les plus reculées de l'océan Pacifique, occupées par le Japon au début de la guerre. Cependant, ces îles étaient dispersées sur de vastes distances, ce qui signifiait que la communication entre elles était mauvaise et lente. Cela était particulièrement vrai vers la fin de la guerre, lorsque les Alliés avançaient rapidement, coupant de nombreuses îles du commandement central. Et à mesure que les Alliés capturaient une île après l'autre, de nombreuses petites garnisons japonaises étaient laissées de côté sans le savoir. Par conséquent, elles perdaient toute forme de communication avec leur commandement, devenant complètement isolées. Cachés dans des jungles reculées et des régions sauvages, ces soldats japonais n'avaient aucune idée que leur commandement n'existait plus et que la guerre était définitivement perdue. Ainsi, ils continuèrent à combattre. Pour la gloire du soleil levant, la guerre personnelle de Hiroo Onoda. L'un des cas les plus emblématiques des résistants japonais d'après-guerre fut celui du lieutenant Hiroo Onoda, qui poursuivit son combat bien après la fin de la guerre. Officier de renseignement, il était stationné sur l'île de Lubang, aux Philippines. Cet homme incarnait la dévotion et l'endoctrinement des soldats japonais. Tellement loyal à l'empereur, il mena une guerre contre ses ennemis pendant près de 30 ans et vécut pour en raconter l'histoire. Pendant la guerre, il faisait partie d'une petite unité stationnée sur l'île de Lubang. Comme la plupart des autres soldats à l'époque, il reçut l'ordre de ne jamais se rendre ni de se suicider, mais de combattre férocement l'ennemi. Hiroo Onoda prit cet ordre avec une grande dévotion. Lorsque les forces américaines débarquèrent sur l'île et la capturèrent après de violents combats au début de 1945, de nombreux soldats furent faits prisonniers. Cependant, Onoda refusa de tomber entre les mains de l'ennemi. Sur ordre de harceler l'ennemi et de saboter ses efforts, il se retira dans la jungle dense de l'île avec 3 de ses camarades. Avec des provisions et des munitions limitées qu'ils pouvaient transporter, ils étaient convaincus de pouvoir combattre l'ennemi depuis les ombres. Ils se cachèrent donc. Bientôt, la guerre prit fin, mais Onoda et ses hommes l'ignoraient, cachés dans la jungle.
Les Alliés larguèrent des tracts sur l'île indiquant que la guerre était terminée et que tous les combats avaient cessé. Pensant qu'il s'agissait d'une tromperie ennemie, Onoda et ses hommes ignorèrent le message. Ils étaient convaincus qu'il s'agissait d'un piège américain, destiné à les attirer hors de leur cachette. Cela continua pendant de nombreuses années. D'autres tracts furent largués et même des membres de leur famille leur envoyèrent des lettres et des photos les exhortant à se rendre. Les hommes refusèrent à plusieurs reprises, toujours soupçonneux d'une ruse ennemie. Ainsi, ces soldats menaient une guerre qui était terminée depuis longtemps. Depuis la jungle, ils sabotèrent les villageois vivant sur l'île, les considérant comme des ennemis. Ils brûlèrent leurs réserves de riz, volèrent des provisions et se livrèrent même à des escarmouches avec les villageois armés ou la police. Tout cela au nom de l'empereur japonais. Cependant, au fil des ans, les autres hommes périrent, le plus souvent à cause de blessures subies lors de ces affrontements sporadiques. Au début des années 1970, Hiroo Onoda était le seul survivant de son groupe, continuant à mener une guerre de guérilla. Toutefois, en 1974, ce soldat solitaire fut découvert par un voyageur japonais, Norio Suzuki. Suzuki était venu à Lubang spécialement pour retrouver ce soldat égaré et le découvrit après une longue et ardue recherche. À sa grande surprise, il trouva un homme figé dans le temps. Hiroo Onoda possédait encore un fusil Arisaka Type 99 fonctionnel, beaucoup de munitions, un poignard traditionnel et portait toujours l'uniforme de l'armée japonaise de la Seconde Guerre mondiale qui lui avait été remis. Mais même après avoir rencontré ce compatriote, Onoda refusa de croire que la guerre était terminée. Il posa cependant une condition. Si son ancien officier supérieur, le major Yoshimi Taniguchi, venait lui ordonner de cesser ses activités militaires, alors il sortirait de sa cachette. Les autorités parvinrent donc à localiser Taniguchi, qui était alors un simple libraire. L'homme s'envola pour l'île de Lubang, retrouva Onoda et lui ordonna officiellement de cesser toute activité militaire et de rentrer chez lui. C'est ainsi que, le 9 mars 1974, Hiroo Onoda sortit de la jungle après avoir été en cachette pendant 28 ans, 6 mois et 8 jours, soit 10 416 jours, après la reddition du Japon en 1945. À son retour au Japon, il découvrit une nation complètement transformée, presque étrangère pour lui. Cependant, il fut salué comme un héros national et son histoire fit les gros titres des médias. Le dernier samouraï, le guerrier de l'ombre de Guam. Cependant, Onoda n'était pas le dernier des résistants japonais, car même après sa reddition, d'autres soldats japonais poursuivaient leur combat des décennies après la fin de la guerre. L'un d'eux était Shoichi Yokoi, un soldat japonais stationné sur l'île de Guam. Il fut l'un des 3 derniers résistants, survivant dans la clandestinité pendant 28 ans après la fin de la guerre. Caporal de rang, il faisait partie de la garnison japonaise stationnée sur l'île de Guam. En 1944, les forces américaines envahirent l'île et remportèrent une bataille difficile. Mais Yokoi s'enfuit, tout comme Hiroo Onoda l'avait fait en 1945. Avec un groupe de 9 soldats, il se réfugia dans les jungles profondes de Guam, décidant de ne pas se rendre et de mener une guerre de guérilla pour sa nation. Cependant, les hommes se séparèrent rapidement pour être moins visibles. Au fil du temps, seul Yokoi resta sur Guam, les autres soldats ayant soit capitulé, soit péri. Ainsi, Yokoi vécut pendant des années seul, refusant d'abandonner. Cependant, il ne mena pas d'action de guérilla comme Onoda. Au lieu de cela, il se contenta de se cacher, vivant en isolement et utilisant ses compétences de survie. Il cueillait de la nourriture, vivait dans un complexe de tunnels souterrains et se déplaçait uniquement la nuit. En 1972, cependant, il fut découvert par hasard par un groupe de pêcheurs. Craignant pour sa vie, il tenta de les attaquer mais fut rapidement maîtrisé et emmené aux autorités locales. Ils réalisèrent qu'il était un résistant japonais et constatèrent qu'il était en bonne santé générale. Yokoi leur déclara qu'il savait que la guerre était terminée depuis 1952, mais qu'il avait peur de sortir de sa cachette. Son explication était simple. Nous, les soldats japonais, avons été formés à préférer la mort à la disgrâce d'être capturés vivants. En 1972, Shoichi Yokoi rentra dans sa patrie après près de 30 ans. La première chose qu'il dit à la presse réunie fut une phrase empreinte de tristesse. « C'est avec beaucoup de honte que je rentre. » Il était véritablement embarrassé.
car l'ancien endoctrinement demeurait toujours en lui. Son histoire devint un symbole durable de la loyauté indéfectible des soldats japonais. Shoichi Yokoi eut plus tard la chance de visiter les jardins du palais impérial, où il s'exclama « Vos Majestés, je suis rentré chez moi. Je regrette profondément de n'avoir pu bien vous servir. Le monde a certainement changé, mais ma détermination à vous servir ne changera jamais. » Jusqu'à la fin de sa vie, Yokoi exprima de profonds regrets et une grande tristesse de n'avoir pu combattre jusqu'au bout. Le dernier résistant japonais fut Teruo Nakamura, qui fut découvert en 1974 sur l'île de Morotai, en Indonésie. Bien qu'étant soldat japonais, Nakamura n'était pas d'origine japonaise, mais était un natif de Taïwan. Son campement dans les jungles reculées de Morotai fut découvert par hasard depuis les airs et il fut rapidement capturé. Ayant vécu en totale isolation pendant près de 30 ans, Nakamura avait perdu sa connaissance de la langue japonaise. Par la suite, il fut rapatrié dans sa patrie à Taïwan, où il mourut 3 ans plus tard. Forgé de nouveau par la guerre, le visage du Japon transformé. Les soldats qui sont revenus à temps dans leur patrie ont découvert un pays totalement changé. Dévasté par la guerre et marqué par des idéaux en pleine mutation, le Japon entrait dans une nouvelle ère, une ère de reconstruction de son identité entière. Le rôle des anciens soldats dans cette nouvelle ère était très complexe. Certains d'entre eux parvinrent à retrouver leur famille et à revenir à une vie civile relativement normale. D'autres, cependant, eurent plus de difficultés. En effet, le nouveau gouvernement japonais privilégiait la reprise économique et l'établissement d'une société pacifique et démocratique. Dans cet environnement nouveau, de nombreux anciens soldats se sentirent marginalisés. Après les terribles expériences de la Seconde Guerre mondiale, le Japon devenait une nation pacifiste, en particulier sous la supervision des Alliés. Ils renoncèrent complètement à la guerre et l'armée fut entièrement dissoute. La plupart des anciens soldats ne parvenaient pas à accepter la nouvelle direction que prenait la nation, car beaucoup étaient encore attachés aux vieilles méthodes qu'ils connaissaient. De plus, un grand nombre de vétérans rentrèrent chez eux et découvrirent que les pensions et les aides gouvernementales pour les anciens combattants étaient insuffisantes pour leur permettre de mener une vie normale. Bien sûr, le Japon changeait maintenant à un rythme rapide et était à bien des égards totalement différent de celui que les soldats avaient quitté au début de la guerre. Ce changement créa un grand fossé entre les générations, entre les anciens et les jeunes Japonais. En raison de cela, de nombreux soldats japonais se sentirent aliénés dans leur propre pays, éprouvant des sentiments de tristesse, de nostalgie et de marginalisation. De plus, ces hommes nourrissaient une haine profonde envers les occupants alliés, en particulier les Américains, leurs anciens ennemis. Ils avaient l'impression que les changements rapides dans la société japonaise et l'abandon des valeurs traditionnelles étaient tous opérés sous l'influence américaine. À cause de tout cela, les soldats japonais d'après-guerre étaient souvent des hommes fatigués et brisés, en grand besoin d'aide. Pour beaucoup d'entre eux, l'expérience de la guerre avait été extrêmement brutale, marquée par la mort, la peur et des charges suicidaires effrénées. Tout cela leur avait causé de lourds traumatismes psychologiques. En conséquence, beaucoup souffraient du trouble de stress post-traumatique. À l'époque, cette condition était peu connue et les soldats devaient vivre avec, souvent sans aide ni suivi psychologique. Ainsi, de nombreux vétérans sombrèrent dans l'alcoolisme ou se retirèrent complètement de la société, vivant des vies isolées et solitaires. Pour eux, le traumatisme de la guerre perdura pendant des décennies après la fin du conflit. Le côté sombre de la guerre, les épreuves et tribulations de l'armée japonaise. Hélas, la Seconde Guerre mondiale révéla le pire de tous les combattants, y compris des soldats japonais. Pendant la guerre, de nombreuses atrocités furent commises par les Japonais à travers toute l'Asie et le Pacifique. En raison de cela, les années d'après-guerre au Japon furent également marquées par les procès des soldats et des officiers japonais, et leurs terribles crimes furent révélés au grand public. Après la fin de la guerre, les Alliés mirent rapidement en place le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient. Ces procès se tinrent à Tokyo et furent souvent comparés au célèbre procès de Nuremberg en Europe. Ils commencèrent en 1946 et durèrent jusqu'en 1948. Au total, 28 dirigeants militaires et politiques japonais furent inculpés. Parmi eux figuraient des personnalités majeures de l'époque, comme le Premier ministre Hideki Tojo, figure clé des politiques expansionnistes du Japon.
Ces procès mirent en lumière certains aspects sombres de la culture japonaise, ainsi que les crimes brutaux commis contre des innocents dans les nations occupées. Ces crimes étaient le fruit d'une combinaison de la doctrine militaire rigide du Japon, de son nationalisme et de ses idéologies de supériorité raciale. Le crime de guerre, sans doute le plus tristement célèbre de la Seconde Guerre mondiale, fut le massacre de Nankin, commis par les soldats japonais en 1937. Après la capture de la ville chinoise de Nankin, les troupes japonaises entamèrent une campagne de violence féroce contre la population civile. Au cours des 6 semaines qui suivirent la prise de la ville, les troupes japonaises tuèrent entre 200 000 et 300 000 personnes, dont des civils et des prisonniers de guerre. De plus, elles perpétrèrent d'innombrables viols contre les femmes civiles. La ville de Nankin fut pillée et incendiée, et de nombreuses parties de la ville furent réduites en ruines. Inutile de dire que ces événements choquèrent le monde et renforcèrent la réputation des soldats japonais comme étant véritablement impitoyables. D'autres crimes incluent le système des « femmes de réconfort », où l'armée impériale enleva secrètement des milliers de femmes dans les pays occupés, les forçant à devenir des esclaves sexuels dans des bordels militaires. Là, elles furent réduites à l'esclavage sexuel pour les soldats et officiers de l'armée japonaise. Tout cela ternit l'image des soldats japonais dans les années d'après-guerre, ajoutant à leur réputation déjà stigmatisée. Non seulement ils devaient affronter la honte de la défaite et la perte de leurs valeurs traditionnelles, mais ils étaient aussi perçus comme des criminels et des tueurs impitoyables. La renaissance du Soleil d'Orient, le Japon à l'ère moderne. Cependant, malgré tout, les anciens soldats ont joué un rôle dans la renaissance du Japon dévasté. En réalité, de nombreux ex-soldats furent des acteurs essentiels du boom économique japonais qui eut lieu dans les années d'après-guerre. Par exemple, plusieurs d'entre eux devinrent entrepreneurs, créant de petites entreprises ou rejoignant le secteur croissant des grandes entreprises à Tokyo. Avec une expérience solide en tant que leader durant la guerre, ils utilisèrent ces compétences pour obtenir des résultats impressionnants dans leurs efforts d'après-guerre. De plus, le réseau soudé des vétérans et des anciens camarades d'armes leur permit de bénéficier de nombreuses connexions d'affaires, leur permettant de tirer parti des relations nouées pendant la guerre. Grâce à cela, la montée en puissance des anciens combattants dans le monde des affaires japonais contribua grandement à la reconstruction rapide du pays dévasté par la guerre. En un temps record, le Japon renaquit en tant que puissance économique. Dans les années 1960, le pays était en voie de devenir la deuxième économie mondiale, et les anciens soldats jouèrent un rôle considérable dans cette réussite. Cependant, dans les années d'après-guerre, l'héritage des soldats et leurs efforts durant la guerre furent accueillis avec des sentiments ambivalents et complexes. Leur rôle pendant le conflit, ainsi que le sentiment de culpabilité écrasant de la nation, créèrent une relation difficile avec le passé. L'un des aspects les plus controversés de cette expérience d'après-guerre et de la mémoire de la guerre fut le sanctuaire Yasukuni à Tokyo. Là, les âmes des morts du Japon furent commémorées lors de plusieurs guerres du passé, y compris la Seconde Guerre mondiale. Cependant, les noms inscrits sur le sanctuaire incluaient également des criminels de guerre condamnés. Cela engendra une importante controverse et fit du sanctuaire un symbole de la relation difficile du Japon avec son passé militaire. Néanmoins, le sanctuaire Yasukuni demeurait un lieu où les Japonais pouvaient honorer leurs morts, ceux qui étaient tombés pour leur patrie. Dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, de nombreux soldats japonais survivants visitèrent cet endroit pour rendre hommage à leurs camarades, qui ne revinrent jamais des champs de bataille. Au cours des décennies suivant la guerre, le Japon fit des efforts pour se réconcilier avec ses anciens ennemis et les pays qui l'avaient occupé. Ces efforts inclurent des excuses formelles des dirigeants japonais, ainsi que des compensations pour certaines victimes des actions militaires japonaises. Cependant, ces gestes n'ont pas toujours suffi à apaiser les blessures du passé, en particulier dans des pays comme la Chine et la Corée du Sud, où les souvenirs des atrocités japonaises restent profondément ancrés. Au sein du Japon, la mémoire de la guerre a également été un sujet de controverse, avec des factions prônant différentes interprétations des actions du pays pendant la guerre. Alors que certains ont cherché à mettre en avant la victimisation du Japon durant la guerre, notamment en lien avec les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, d'autres ont réclamé une plus grande reconnaissance des responsabilités du Japon dans les souffrances qu'il a causées en Asie. Serviteur de l'empereur, le destin d'un simple soldat.
Finalement, le soldat japonais ordinaire a subi un destin cruel qui reflète les pires aspects de la Seconde Guerre mondiale. Le théâtre du Pacifique, où le Japon était le principal belligérant, était connu pour la férocité et la brutalité que les hommes devaient endurer. Et à travers ce maelstrom de guerre, le soldat japonais a émergé comme un anti-héros tragique, dévoué, honorable, féroce et impitoyable, à tel point que de nombreux soldats alliés en vinrent à admirer ces hommes et leur loyauté inébranlable envers l'empereur, notant qu'ils étaient des ennemis redoutables qui ne se rendraient jamais. Et pourtant, tout ce dévouement et cet honneur furent finalement vains. Le Japon d'après-guerre ne les reconnaissait plus. Ainsi, le soldat japonais est rentré battu et ensanglanté dans une patrie qui renaissait de ses ruines, nouvelles et étrangères. Les jours du Bushido, de l'empire du soleil levant et de la vénération de l'empereur unique étaient bien loin. Ce qui restait, c'étaient des hommes meurtris, avec leurs esprits et leurs âmes marqués par les horreurs de la guerre, sans foyer ni place où s'intégrer. Leurs souvenirs étaient tout ce qu'ils avaient pour les relier au passé.